L'infirmière des urgences m'a posé la même question 3 fois. Est-ce que quelqu'un vous a fait ça? Chaque fois, ma mère répondait avant que je puisse le faire. Non. Elle a glissé sur les marches du porche. L'infirmière me regardait moi plutôt. Pas ma mère, pas l'agent de police debout à côté du rideau. Moi. Je fixais ma jambe enflée. Le genou ne ressemblait plus à un genou humain. Du sang avait traversé les bandages temporaires. La douleur était si intense que je ne pouvais même plus pleurer. Finalement, j'ai murmuré une phrase. Mon frère m'a frappé avec une barre métallique. La salle est devenue silencieuse. Maman s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Espèce de petite menteuse ingrate. L'infirmière s'est immédiatement interposée entre nous. Madame, vous devez sortir. Maman a pointé un doigt tremblant vers moi. Elle essaie de détruire son propre frère. L'agent de police a lentement ouvert son carnet. Tout a changé à cause de ces 8 mots. Mon frère m'a frappé avec une barre métallique. Mais ce n'était pas là que l'histoire avait commencé. Elle avait commencé 48 heures plus tôt avec une invitation de mariage que je n'aurais jamais dû ouvrir. Je m'appelle Lorraine Whitmore. J'ai 31 ans. Je travaille comme comptable judiciaire pour une entreprise régionale de soins de santé. Les chiffres ont toujours eu plus de sens pour moi que les gens. Les chiffres ne mentent pas, les gens si. Surtout mon frère aîné, Derek. En grandissant, Derek pouvait se sortir de presque n'importe quoi en parlant. Vitres cassées, argent volé, cours raté. Maman avait toujours la même explication. Il est sous pression. Il ne le pensait pas, arrête de faire passer ton frère pour un mauvais garçon. Finalement, tout le monde a arrêté de le questionner sauf moi. Un jeudi après-midi, Derek est passé à mon bureau. J'ai besoin d'une faveur. Cette phrase seule m'a rendu nerveuse. Il a laissé tomber une élégante enveloppe couleur crème sur mon bureau. Je me marie le mois prochain. J'ai levé les yeux à nouveau. Il a ri. Quoi? Tu n'as jamais parlé d'être fiancé. Je voulais que ce soit une surprise. L'invitation était chère. Lettres dorées en relief. Salle de bal d'un hôtel 5 étoiles. Plus de 300 invités. Le nom de sa fiancée a immédiatement attiré mon attention. Victoria Langford, la fille d'un promoteur immobilier commercial prospère. J'ai souri poliment. Félicitations, a-t-il dit en souriant. Elle est incroyable. Je sais que tu l'adoreras. Puis il s'est penché plus près. Et Lorraine, ne commence pas à poser des questions bizarres de comptable. Il a ri. J'ai ri aussi. À ce moment-là, je pensais que c'était juste une autre blague de Derek. Le soir suivant, j'ai assisté au dîner de fiançailles. Victoria était gentille, confiante, intelligente. Elle parlait chaleureusement avec chaque serveur du restaurant. Au milieu du dîner, elle s'est excusée pour répondre à un appel téléphonique. Son sac est resté à côté de sa chaise. Un serveur a accidentellement renversé un verre d'eau pétillante. La nappe, ma robe, son sac, tout était trempé. Je suis vraiment désolé, répétait le serveur. Ce n'est pas grave. J'ai pris des serviettes et j'ai soigneusement aidé à sécher ses affaires. Un passeport a glissé d'une des poches latérales. Je me suis baissé pour le ramasser. Un autre document a glissé derrière. Une demande de licence de mariage. J'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas celle de Victoria. Elle appartenait à Derek. Seul le conjoint indiqué n'était pas Victoria. Le nom était Emily Carter. Date d'émission, 5 ans plus tôt. Au début, j'ai supposé que c'était de vieux papiers. Puis j'ai remarqué autre chose. Une copie certifiée d'un certificat de mariage officiel y était jointe. Pas d'acte de divorce, pas d'annulation, rien. Juste un mariage légal qui semblait toujours actif. Victoria est revenue avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'ai discrètement tout remis dans son sac, mais quelque chose en moi ne voulait pas lâcher. Le lendemain matin, j'ai consulté les registres publics des tribunaux. Pas parce que je voulais exposer mon frère. Parce que je voulais me prouver que j'avais tort.
Au lieu de cela, j'ai trouvé exactement ce que je craignais, un mariage. 5 ans plus tôt, toujours légalement valide. Pas de demande de divorce, pas de séparation, rien. Puis j'ai trouvé Émilie. Elle vivait à moins de 40 minutes. J'ai fixé son numéro de téléphone pendant presque 1 heure. Je me posais sans cesse la même question. Et si je me trompais? Puis une autre question l'a remplacée. Et si je ne me trompais pas? J'ai finalement appelé. Une femme a répondu doucement. Bonjour, Émilie. Oui, je m'appelle Lorraine. Je suis la sœur de Derek Whitmore. Silence, puis un petit rire tranquille. Je me demandais quand quelqu'un de sa famille finirait par appeler. Mon estomac s'est serré. Tu sais qu'il va se marier. Un autre long silence. Puis une phrase déchirante. Je pensais qu'il était toujours mon mari. Je n'ai pas contacté Victoria. Émilie l'a fait. Elle méritait de raconter sa propre histoire. La fête de fiançailles s'est terminée avant le coucher du soleil. Le mariage a été annulé avant minuit. Au lever du soleil, Derek savait exactement qui avait dit la vérité. Mon anniversaire est arrivé le soir suivant. J'ai presque annulé le dîner. Maman a insisté. La famille doit rester unie. Ces mots auraient dû m'alerter. Elle n'avait invité que la famille proche. Pas de cousins, pas de tantes, pas d'amis, juste nous 4. Papa a prétendu devoir travailler tard. Avec le recul, je pense qu'il savait que quelque chose se préparait. Le dîner s'est terminé étrangement. Personne n'a touché au gâteau d'anniversaire. Personne n'a chanté. Derek vérifiait constamment le garage par la fenêtre de la cuisine. Puis il s'est levé. J'ai ton cadeau d'anniversaire. J'ai froncé les sourcils. Tu m'as acheté quelque chose? Il a souri. Oh, je l'ai fait moi-même. Il est allé dans le garage. Maman l'a suivi. Quand ils sont revenus, Derek ne portait pas de cadeau. Il portait une lourde barre métallique de démonte-pneus. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru qu'il plaisantait. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Tu as ruiné mon avenir. Je me suis levé lentement. Derek, Victoria méritait la vérité. Émilie aussi. Son visage s'est tordu de rage. Tu as choisi des étrangers plutôt que ta famille. Non, j'ai choisi la vérité. Il a hurlé, puis a frappé. La barre métallique a heurté mon genou gauche avec un bruit que je n'oublierai jamais. Un craquement écœurant a résonné dans la salle à manger. Je me suis effondré instantanément. Le deuxième coup n'est jamais venu. Pas parce que Derek s'est arrêté. Mais parce que la barre a glissé de ses mains après le premier coup. J'ai crié. Je ne sentais plus mon pied. Du sang s'est répandu sur le parquet. Maman n'a pas couru pour m'aider. Elle a applaudi 1 fois, 2 fois, puis m'a regardé avec une satisfaction totale. Enfin, elle a souri. Quelqu'un a enfin remis les ordures à leur place. Derek a ramassé la barre, a regardé ma jambe brisée, puis maman. On s'en va. Alors que la porte d'entrée claquait derrière eux. Je me suis traîné sur le sol de la cuisine vers mon téléphone. Chaque mouvement était comme du feu. J'ai atteint le bouton d'appel d'urgence avec des doigts tremblants. Puis tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé après l'opération, la première chose que j'ai vue n'était pas ma famille. C'était une horloge. 3 heures avaient disparu. La deuxième chose que j'ai remarquée était la machine à côté de mon lit. Des bips réguliers, une respiration régulière, une douleur régulière. Puis quelqu'un a doucement prononcé mon nom. Lorraine. J'ai tourné la tête. Un chirurgien orthopédique se tenait à côté du lit. Dr Benjamin Harris. Son expression m'a tout dit avant qu'il n'ouvre mon dossier. Je veux t'expliquer exactement ce que nous avons trouvé. J'ai hoché la tête. La rotule était brisée en plusieurs morceaux. Il a montré les radiographies. L'impact a également fracturé la partie supérieure de ton tibia. J'ai fixé l'écran. On aurait dit que quelqu'un avait laissé tomber un marteau sur une assiette en porcelaine. Nous avons pu reconstruire l'articulation. Il a fait une pause.
Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je le savais déjà. Tu ne retrouveras peut-être jamais une mobilité complète. Il a hoché la tête lentement. Tu auras besoin de mois de rééducation, probablement plus longtemps. Tu marcheras à nouveau, mais ce ne sera peut-être plus jamais pareil. J'ai fermé les yeux, non pas à cause de la douleur, mais parce que mon frère avait changé le reste de ma vie en moins de 2 secondes. 1 heure plus tard, l'agent Nathalie Brox est entrée dans ma chambre. Elle portait un petit carnet. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Avant que je ne réponde, la porte s'est ouverte. Maman est entrée. Elle souriait comme si elle rendait visite à quelqu'un avec la grippe. Te voilà. Elle a regardé l'agent. Ma fille a glissé. L'agent Brox ne l'a même pas regardé. Elle m'a regardé moi. Mademoiselle Whitmore. J'ai seulement besoin de votre réponse. Maman l'a immédiatement interrompue. Elle est sous médicaments contre la douleur. Elle ne sait pas ce qu'est. L'agent a calmement levé une main. Je parle à votre fille. La salle est devenue silencieuse. J'ai regardé l'agent directement. Mon frère a frappé mon genou avec une barre métallique de démonte-pneus. Maman a ri. Oh, franchement, elle a toujours été dramatique. L'agent Brox a écrit exactement une phrase. Puis elle a levé les yeux. Quelqu'un a-t-il été témoin? J'ai répondu sans hésiter. Ma mère. Maman a croisé les bras. J'ai été témoin de sa chute. L'agent Brox a hoché la tête une fois. Merci. Puis elle s'est tournée vers un autre agent debout dehors. Veuillez demander à Madame Whitmore d'attendre dans le couloir. Le sourire de maman a disparu. Quoi? Nous devons poursuivre l'interrogatoire. Je reste. Non, vous ne resterez pas. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait dit non à ma mère. Elle est sortie sans un mot de plus. Le soir venu. Les médicaments contre la douleur s'étaient suffisamment dissipés pour que les souvenirs deviennent douloureusement clairs. Chaque mot, chaque mouvement, chaque son, surtout les applaudissements. Je ne pouvais pas arrêter de l'entendre. Pas la barre métallique, pas mon propre cri. Les applaudissements de ma mère. Comme si elle avait attendu des années que quelqu'un me fasse du mal. Le lendemain matin, ma cousine Rachel est arrivée avec des fleurs. Elle avait l'air terrifiée. Je ne savais pas jusqu'à ce matin. J'ai souri faiblement. Ça va. Non. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas vrai. Elle a hésité. Lorraine, j'ai quelque chose à te dire. J'ai attendu après le départ de Derek de chez toi. Il est venu chez oncle James. Qu'est-ce qu'il a dit? Rachel a avalé sa salive. Il a dit que Lorraine ne parlerait pas. Personne ne la croit de toute façon. La salle est devenue très calme. Puis elle a ajouté qu'il n'était pas inquiet. Il agissait comme si tout était déjà réglé. 2 jours plus tard, Victoria m'a rendu visite. Elle avait l'air épuisée. Des cernes entouraient ses yeux. Elle s'est assise à côté de mon lit d'hôpital pendant presque 1 minute avant de parler. Je suis désolé. Tu n'as rien à te faire pardonner. Si tu n'avais pas appelé Émilie, je l'aurais épousée. Elle a posé un dossier sur ma table de chevet. J'ai trouvé ça en faisant mes valises. À l'intérieur se trouvaient des photocopies, des relevés bancaires, des contrats de location. Des documents d'assurance. Chacun d'eux indiquait Derek comme marié, pas fiancé, marié. Pendant 5 ans, il n'avait pas caché un seul mensonge. Il avait caché une vie entière. Je pensais le connaître, a murmuré Victoria. Je ne connaissais personne. Cet après-midi-là, Émilie est arrivée. La femme que Derek avait épousée 5 ans plus tôt. Nous ne nous étions jamais rencontrés. Elle s'est assise tranquillement à côté de mon lit. Ni l'une ni l'autre n'avons parlé pendant plusieurs instants. Finalement, elle a fouillé dans son sac. Je pense que tu devrais avoir ça. Elle m'a tendu un petit carnet en cuir. Qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à noter tous les mensonges que Derek m'a racontés. J'ai ouvert lentement le carnet. Date, promesse, excuses,
Anniversaire manqué, faux voyage d'affaires. Disparitions inexpliquées. Chaque page documentait une autre tromperie. Près de la fin, une phrase a attiré mon attention. Si quelqu'un dit un jour la vérité sur moi, je m'assurerai qu'il le regrette. J'ai levé les yeux. Quand a-t-il dit ça? Émilie a répondu doucement. Il y a presque 2 ans. Un frisson m'a parcouru le corps. L'attaque n'avait pas été impulsive. Menacer les gens qu'il exposait faisait déjà partie de qui il était. Le lendemain matin, maman est revenue. Elle n'a pas apporté de fleurs. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle a fermé la porte de la chambre d'hôpital derrière elle, puis a posé une enveloppe sur mon lit. Qu'est-ce que c'est, maman? J'ai froncé les sourcils. À l'intérieur se trouvaient des déclarations tapées à la machine. Tout le monde avait déjà signé par les proches. Chacune affirmait la même chose. Lorraine a glissé sur le sol de la cuisine. J'ai fixé les pages. Il n'y avait pas de témoin. Maman a souri. Il y en a maintenant. Elle s'est penchée plus près. Si tu en signes une aussi, tout ça disparaît. Je l'ai regardé, puis ma jambe bandée, puis de nouveau dans ses yeux. Tu as regardé ton fils briser mon genou. Tu as applaudi. Et maintenant tu veux que je mente. Elle a soupiré avec impatience. Tu as toujours plus tenu à avoir raison qu'à protéger ta famille. J'ai lentement ramassé les papiers. Pendant une seconde, elle a souri. Puis j'ai déchiré chaque page en 2. Une fois, 2 fois, encore. Les morceaux ont volé sur le sol de l'hôpital. Le sourire de maman a disparu. Elle s'est levée. Tu as choisi des étrangers plutôt que le sang. J'ai répondu doucement. Non, j'ai choisi la vérité. Elle m'a fixé pendant plusieurs secondes, puis est sortie sans se retourner. Alors que la porte se fermait, l'agent Brox est entré dans le couloir. Elle avait été témoin de tout l'échange. Elle a regardé les déclarations déchirées éparpillées sur le sol, puis m'a regardé. Je pense, a-t-elle dit doucement, que ton dossier vient de devenir beaucoup plus solide. La physiothérapie a commencé 23 jours plus tard. La première séance a duré 11 minutes. J'ai pleuré pendant 8 d'entre elles, non pas parce que les exercices étaient impossibles, mais parce que chaque flexion du genou me rappelait exactement comment il avait été brisé. Ma thérapeute, Monica, ne me pressait jamais. Elle disait simplement, ne mesure pas les progrès par la douleur. Mesure-les par le mouvement. Certains jours, le mouvement signifiait lever mon pied d'1 centimètre. D'autres jours, cela signifiait rester debout pendant 10 secondes. La guérison n'était pas spectaculaire. Elle était douloureusement ordinaire. Pendant que j'apprenais à marcher à nouveau, Derek apprenait à quel point il était difficile de maintenir un mensonge en vie. L'agent Nathalie Brox m'a appelé un après-midi. Je voulais te mettre à jour. J'ai coupé le son de la télévision. D'accord. Nous avons exécuté un mandat de perquisition ce matin. Mon estomac s'est serré. Pourquoi? La barre métallique. Ils l'ont trouvée. Cachée? Oui. Derrière l'isolation dans le grenier du garage de ta mère. J'ai fermé les yeux. Il ne l'avait pas jetée. Il l'avait cachée. L'agent Brox a continué. Notre équipe médico-légale a également récupéré des traces de ton sang. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a ajouté doucement, il a dit aux agents qu'il ne l'avait jamais touché. Son premier mensonge s'était déjà effondré. Une semaine plus tard, Émilie m'a appelé. Lorraine, je pense que Derek devient désespéré. Que s'est-il passé? Il est venu à mon appartement. Je me suis immédiatement redressé. Tu vas bien? Oui, mais il m'a offert 50 000 $. Pourquoi? Pour dire que nous n'avons jamais été légalement mariés. J'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était impossible. Les registres de mariage ne disparaissent pas parce que quelqu'un écrit un chèque. Émilie a soupiré. Quand j'ai refusé, il a dit que je le regretterais. J'ai immédiatement appelé l'agent Brox. Le soir même,
Emily avait fait une déclaration officielle. Derek venait de créer un autre témoin contre lui. Personne ne l'avait piégé. Il ne pouvait tout simplement pas arrêter de creuser. Victoria n'avait pas fini non plus. Elle a demandé une réunion, pas dans un restaurant, pas dans mon appartement, mais au bureau du procureur. Quand je suis arrivé, elle a posé 3 boîtes de banque sur la table de conférence. Le procureur a haussé un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» Victoria a répondu calmement, « Mes fiançailles. » À l'intérieur des boîtes se trouvaient des contrats, des factures de mariage, des emails, des réservations de voyage, des correspondances professionnelles. Tout ce que Derek lui avait demandé d'organiser pendant la planification du mariage. Je pensais que c'était des documents de mariage. Elle a regardé vers le procureur. Ce sont en fait des preuves. Un dossier contenait des emails où Derek affirmait être célibataire et jamais marié. Un autre incluait des demandes de prêt le décrivant comme célibataire. Puis sont venues des copies de formulaires d'identification qui contredisaient les registres officiels de mariage. Le procureur a souri discrètement. Il vient de transformer une affaire d'agression familiale en quelque chose de bien plus grand. Victoria m'a regardé. J'ai presque épousé un homme marié. Le moins que je puisse faire maintenant est d'aider à l'empêcher de faire du mal à quelqu'un. D'autres? Pendant ce temps, Derek ne pensait pas aux conséquences. Il pensait à la fuite. L'un de ses partenaires commerciaux, Michael Jensen, a témoigné plus tard d'une réunion qu'ils avaient eue. Selon Michael, Derek est entré dans le bureau avec une déchiqueteuse, pas des documents. La déchiqueteuse elle-même. Il a débranché la machine du bureau, a installé la sienne. Puis a passé près de 2 heures à y introduire des documents, factures, contrats, registre comptable, dossier d'employé. Michael a finalement demandé, « Qu'est-ce que tu fais ?» Derek a souri. « Je fais du ménage. » Michael ne l'a pas cru. Personne d'autre ne le croirait non plus parce que les caméras de sécurité du bureau avaient enregistré chaque minute. Les images deviendraient plus tard une autre preuve que Derek n'avait jamais imaginé que quelqu'un verrait. Ma propre guérison avançait un pas douloureux à la fois. Exactement 6 semaines après l'opération, Monica a placé 2 barres parallèles devant moi. « Je pense que tu es prête pour quoi ? » « Pour te tenir debout. » J'ai ri. « Je suis déjà debout. » « Non. » Elle a souri. « Tu as survécu jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas avancer. » Chaque muscle de ma jambe gauche tremblait. La sueur couvrait mon front. La cicatrice sur mon genou brûlait comme du feu. J'ai saisi les barres, compté jusqu'à 3. Puis poussé vers le haut pour la première fois depuis que Derek avait balancé cette barre métallique. Je me suis tenu debout sans que personne me tienne. Seulement 3 secondes, puis 5, puis 8. Je te l'avais dit. J'ai regardé ma jambe tremblante. Non, tu m'avais dit que je guérirais. Ça, j'ai fait un pas prudent, c'est quelque chose de différent. Ce soir-là, j'ai écrit exactement une phrase dans mon journal. Il a brisé mon genou. Il n'a pas brisé mon avenir. 2 mois plus tard, le procureur m'a appelé. Lorraine, nous devons te préparer pour quoi ? Le grand jury a ajouté d'autres chefs d'accusation. De quel genre ? Il ne s'est pas arrêté après t'avoir attaqué. Le procureur a ouvert un dossier. Nous avons maintenant des preuves que Derek a tenté de détruire des documents financiers. Offert de l'argent pour influencer des témoignages et menacer plusieurs témoins. Je me suis souvenu d'une chose qu'Emily avait écrite un jour dans son carnet. Si quelqu'un dit un jour la vérité sur moi, je m'assurerai qu'il le regrette. Le procureur a continué, il pensait qu'intimider les gens le sauverait. J'ai répondu doucement. Cela n'a fait que créer plus de témoins. Elle a souri. Exactement. Alors que l'appel se terminait, j'ai regardé autour de mon appartement. La canne était à côté de la porte. Les factures d'hôpital couvraient la moitié de la table de la salle à manger. Mes genoux me faisaient encore mal tous les matins. Rien dans ma vie ne semblait facile. Mais pour la première fois, j'ai réalisé que je n'attendais plus la justice.
La justice avait déjà commencé. Non pas parce que j'avais poursuivi Derek, mais parce que chaque mensonge qu'il avait raconté après cette nuit était devenu un autre pas vers la vérité. La première fois que je suis entré dans le tribunal, je n'étais pas prête. Ni émotionnellement, ni physiquement. Chaque pas avec la canne me rappelait exactement où la barre métallique de Derek avait atterri. La cicatrice sous mon genou orthopédique brûlait encore chaque fois que je montais les escaliers. L'ascenseur était bondé, alors j'ai monté quand même. Lentement, un pas, pause, un autre pas. Le temps d'arriver au 2e étage, ma chemise était humide de sueur. La douleur était réelle, mais autre chose aussi. Je n'avais manqué aucune audience. Pas une seule. Derek l'a remarqué. Alors que les adjoints l'escortaient dans la salle d'audience, il a regardé ma canne et a souri. « Tu continues à exploiter cette blessure ?» Je l'ai regardé calmement. « Non, je vis avec. » Son sourire s'est effacé. Pendant des mois, il s'était attendu à ce que je disparaisse. À de la peur, à des excuses. Au lieu de cela, à chaque audience, j'occupais le même siège, premier rang, côté gauche. Carnet sur les genoux, canne à côté de ma chaise, sans jamais détourner le regard. Dehors, dans le couloir, des journalistes entouraient Victoria. L'un a demandé « Pourquoi êtes-vous ici ?» Elle a répondu sans hésiter. « Parce que les mensonges ont presque été mon mariage. » Un autre journaliste s'est tourné vers Émilie. « Que espérez-vous qu'il se passe aujourd'hui ?» Émilie a souri tristement. « J'espère qu'aucune autre femme n'aura à découvrir qu'elle est mariée à un inconnu. » Aucune des deux femmes n'a parlé avec colère. Elles ont parlé avec soulagement. Cela importait plus. L'entreprise de Derek s'effondrait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Pas à cause des titres de journaux, mais parce que les clients ont arrêté de lui faire confiance. Un client de longue date a annulé un projet de rénovation de plusieurs millions de dollars après avoir appris l'enquête pour fraude. Puis un autre, puis un autre. Son partenaire commercial, Michael Jensen, a démissionné publiquement. Lors d'une déposition, il a expliqué pourquoi « je peux survivre à la perte d'argent. Je ne peux pas survivre à la perte d'intégrité. » En 3 semaines, 4 employés seniors ont démissionné. Les fournisseurs exigeaient des paiements anticipés. La ligne de crédit de l'entreprise a été suspendue pendant que les banques examinaient les allégations de fraude liées aux déclarations financières de Derek. Rien ne s'est passé du jour au lendemain. Tout s'est passé naturellement. Une conséquence en entraînait une autre. Le lieu du mariage a également intenté une action en justice. Des mois avant la cérémonie annulée, Derek avait signé plusieurs accords avec des fournisseurs en utilisant des informations que les enquêteurs ont ensuite remises en question. Les acomptes ont rebondi, les factures sont restées impayées. Le responsable de la salle de bal a témoigné lors d'une audience civile. Nous avions réservé l'établissement pour tout un week-end. Nous avons refusé d'autres clients. Nous n'avons jamais été payés. Un autre jugement. Une autre dette impayée. Une autre pièce de la vie que Derek avait construite sur la tromperie a tranquillement disparu. Pendant ce temps, ma propre vie restait merveilleusement ordinaire. Physiothérapie chaque lundi, mercredi, vendredi. Travail à domicile l'après-midi. Poche de glace chaque soir. Monica refusait de me laisser précipiter les choses. Ton objectif n'est pas de marcher vite. C'est de bien marcher. Un après-midi, elle a placé une seule marche en bois devant moi. Aujourd'hui, on fait les escaliers. Je l'ai fixée. Ça a l'air ridicule. Elle a ri. Pour la plupart des gens. Pour nous, c'est une montagne. La première tentative a échoué. La deuxième a fait mal. À la troisième, j'ai atteint le haut. Seulement une marche, mais je suis restée là, souriante comme si j'avais gravi l'Everest. La guérison n'arrive pas toujours avec des applaudissements. Parfois, elle arrive une marche à la fois. Un mois plus tard, je suis retourné au bureau. Mes collègues avaient discrètement tout réarrangé. Mon bureau était plus près de l'ascenseur. Un repose-pied attendait sous ma chaise.
Les dossiers que j'utilisais quotidiennement avaient été déplacés sur des étagères plus basses. Personne n'a fait de discours. Personne ne m'a traité comme si j'étais fragile. Ils ont simplement fait de la place pour la vie que je vivais désormais. Mon manager est passé avant le déjeuner. Tu nous as manqué. J'ai manqué d'être ennuyé par les tableaux. Il a ri. C'est la chose la plus comptable que j'ai jamais entendue. Pour la première fois depuis mon anniversaire, j'ai ri sans me forcer. Cet après-midi-là, l'agent Nathalie Brox a appelé. Je voulais que tu saches avant demain ce qui s'est passé. Le conseil d'agrément professionnel s'est réuni ce matin. Je me suis adossé et ils ont émis une suspension d'urgence. Derek ne peut plus exercer légalement sous sa licence professionnelle pendant que les procédures de fraude se poursuivent. J'ai fermé les yeux, non par satisfaction, mais par reconnaissance. L'avenir qu'il avait essayé de protéger en m'attaquant disparaissait quand même. Non pas parce que je l'avais ruiné, mais parce qu'il l'avait construit sur des mensonges. La semaine suivante, je suis arrivé tôt pour une autre audience. En sortant de l'ascenseur, j'ai trouvé papa assis seul sur un banc en bois. Il avait l'air épuisé. Il s'est levé en me voyant. J'attendais. J'ai hoché la tête poliment. Pourquoi? Pour m'excuser. Je suis restée silencieuse. Il a pris une lente inspiration. J'ai regardé ton frère devenir quelqu'un de dangereux. J'ai regardé ta mère le défendre. Et chaque fois, je suis resté silencieux. Je me suis convaincu que je maintenais la famille unie. Il a baissé les yeux sur ses mains. Je ne le faisais pas. J'aidais la mauvaise personne. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai répondu. Je n'ai pas besoin que tu réécrives le passé. Il a levé les yeux. Je sais. Je voulais juste arrêter de mentir à ce sujet. J'ai hoché la tête une fois. C'est un début. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Les gens ont commencé à entrer. Papa ne m'a pas demandé de lui pardonner. Il ne m'a pas demandé d'oublier. Il est simplement entré dans la salle et a pris place derrière moi. Pour la première fois depuis des années, pas derrière Derek, derrière moi. Cela n'effaçait pas ce qui s'était passé, mais cela me disait quelque chose d'important. La vérité était enfin devenue plus forte que la peur. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Pas de plafonds imposants, pas de musique dramatique, juste des bancs en bois poli. Des lumières fluorescentes et un juge qui avait probablement entendu toutes les excuses imaginables. Pourtant, d'une manière ou d'une autre. Cela ressemblait à la salle la plus importante où j'étais jamais entré. Non pas parce que Derek allait enfin répondre de ce qu'il avait fait. Mais parce que je n'avais plus peur de le voir. J'avais survécu à la pire chose qu'il pouvait me faire. Tout ce qui venait après n'était que la vérité qui rattrapait. Le procureur a commencé avec la preuve la plus simple, la barre métallique de démonte-pneus. Elle reposait dans une boîte à preuves transparente. Froide, lourde, ordinaire. Le procureur l'a soulevée avec soin. Cet objet a changé la vie de mademoiselle Whitmore pour toujours. Personne n'a contesté. Puis sont venues les photographies. Pas des images sensationnelles, des images médicales, mais radiographies, la rotule brisée. Le tibia fracturé, le matériel chirurgical qui maintenait maintenant mon genou ensemble. Le chirurgien orthopédique, Dr Benjamin Harris, a témoigné calmement. La blessure a nécessité une chirurgie reconstructive. La patiente connaîtra probablement des douleurs chroniques. Se rétablira-t-elle complètement? Il a répondu honnêtement. J'espère qu'elle retrouvera une excellente fonction. Mais médicalement, je ne m'attends pas à ce que son genou revienne à son état d'avant l'agression. Personne dans la salle n'a regardé vers moi. Tout le monde a regardé Derek. Émilie a témoigné ensuite. Elle tenait son certificat de mariage dans les deux mains. Je ne l'ai jamais divorcée. Le procureur a demandé, quand avez-vous appris qu'il prévoyait un autre mariage? Le jour où Lorraine m'a appelé. Étiez-vous toujours légalement marié? Oui. L'accusé le savait-il? Émilie a presque ri. Il me le rappelait chaque année quand je lui demandais de déposer une demande de divorce.
La salle est devenue silencieuse. Victoria s'est dirigée vers le box des témoins ensuite. Elle n'était pas en colère. Elle avait l'air soulagée. Le procureur a demandé « Pourquoi avez-vous annulé le mariage ?» Elle a répondu sans hésiter parce que j'ai découvert que j'épousais quelqu'un qui était déjà marié. Avez-vous été informé par l'accusé? Non. Qui vous a informé? Elle a regardé vers moi. Sa sœur. Le procureur a hoché la tête. Que s'est-il passé moins de 24 heures plus tard? La voix de Victoria est devenue plus calme. Il a attaqué la seule personne qui avait dit la vérité. Puis ce fut mon tour. Marcher jusqu'au box des témoins a pris plus de temps qu'il n'aurait dû. Non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que mon genou refusait toujours de se plier naturellement. Chaque pas rappelait au jury ce que cette barre métallique avait fait. Après avoir prêté serment, le procureur n'a posé qu'une seule question. Pourquoi avez-vous contacté Émilie? J'ai regardé les jurés parce qu'elle méritait la vérité. L'avez-vous contactée pour ruiner votre frère? Non. Pourquoi pas? Parce que la vérité appartient aux personnes qui vivent dans le mensonge. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse. J'ai continué. Je n'ai jamais voulu que Derek soit arrêté. Je voulais qu'il arrête de faire du mal aux gens. En disant la vérité, je l'ai exposé. Alors la vérité n'était pas le problème. Le procureur m'a remercié, puis s'est tourné vers Derek. Il avait choisi de témoigner. Contre l'avis de son avocat, le procureur se tenait seulement à quelques mètres. Monsieur Whitmore, pourquoi avez-vous frappé votre sœur? Derek regardait droit devant lui. Elle a détruit mon avenir. Le procureur n'a pas élevé la voix. Il n'a pas pointé. Il a simplement attendu, puis a répondu doucement, non. Un long silence a suivi. Finalement, il a prononcé la phrase que personne dans cette salle n'oublierait jamais. Elle a dit la vérité. Vous avez détruit votre propre avenir. Personne n'a bougé. Même l'avocat de Derek a baissé les yeux parce qu'il n'y avait plus rien à argumenter. La vérité était devenue douloureusement simple. Le juge a suspendu l'audience pendant 2 heures avant de revenir avec le verdict. Quand tout le monde s'est levé à nouveau, la salle semblait différente. Il a ajusté ses lunettes, examiné plusieurs pages, puis a commencé, Monsieur Whitmore. Les preuves établissent une agression délibérée destinée à intimider un témoin. Il a continué à examiner chaque condamnation étayée par les preuves présentées pendant le procès, y compris l'agression et les infractions liées à la fraude prouvées devant le tribunal. Le juge a imposé une peine de prison. Ordonné à Derek de payer les frais médicaux et accorder des dommages et intérêts civils découlant des blessures qu'il avait causées. Sa licence professionnelle a été révoquée selon les règles applicables et l'entreprise qu'il avait construite s'est effondrée alors que clients et partenaires choisissaient de partir après que la vérité soit devenue publique. Puis le juge s'est tourné vers ma mère. Madame Whitmore, le tribunal a également examiné votre conduite après l'agression. Il a décrit comment elle avait sciemment fourni de fausses informations pendant l'enquête et tenté d'influencer les déclarations des témoins. Les sanctions reflétaient ses propres actions. Puis il l'a regardé directement. Le plus grand dommage causé dans cette salle n'a pas été causé par le silence. Il a été causé par le choix de protéger un acte répréhensible au lieu de votre fille. Pour la première fois, ma mère a pleuré, pas fort, pas dramatiquement, juste doucement. Comme si elle avait enfin réalisé qu'il n'y aurait plus jamais une version de cette histoire où Derek était la victime. Alors que les adjoints escortaient Derek vers la zone de détention, il s'est arrêté à côté de moi. Pendant des mois, j'avais imaginé ce que je pourrais dire. À la fin, je n'ai dit qu'une seule phrase. Tu as brisé mon genou. Mais tu n'as jamais brisé mon caractère. Il a ouvert la bouche. Puis l'a refermée à nouveau. Il n'y avait plus rien à dire pour aucun de nous. Je l'ai regardé disparaître par les portes de la salle d'audience, non avec satisfaction, mais avec paix. Parce que la justice n'effaçait pas la cicatrice sur ma jambe. Mais elle s'assurait que la vérité ne porterait jamais la cicatrice à sa place. 2 ans plus tard, je ne pouvais toujours pas courir.
Les matins froids faisaient mal à mon genou avant même que je sorte du lit. Les longues marches nécessitaient une attelle. Les après-midi pluvieux me rappelaient exactement où la barre métallique avait atterri. Les médecins avaient été honnêtes. Je me rétablirais. Je ne me rétablirais simplement pas complètement. Étrangement, j'ai arrêté de souhaiter l'ancienne version de ma vie. Parce que celle que j'avais construite ensuite était plus forte. Chaque jeudi soir, je me portais volontaire à l'hôpital de rééducation, non en tant que médecin. Non en tant que thérapeute. Juste en tant que quelqu'un qui comprenait ce que cela faisait de croire que son avenir avait été volé. Les infirmières m'appelaient en plaisantant la femme à l'optimisme impossible. Je riais toujours. Si vous m'aviez rencontré il y a 2 ans, vous sauriez que ce n'est pas vrai. Un après-midi, une jeune femme nommée Chloé refusait de quitter sa salle de thérapie. Elle s'était cassé les 2 jambes en fuyant une relation abusive. Je ne marcherai plus jamais pareil. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Je me suis assise tranquillement à côté d'elle. Je sais. Elle a regardé ma canne. Vraiment? J'ai hoché la tête. Certaines blessures restent avec nous, tout comme certaines victoires. Elle a souri pour la première fois ce jour-là. La vie continuait exactement comme elle le devait. Un après-midi ensoleillé de samedi, l'administrateur de l'hôpital m'a arrêté dans le couloir. Lorraine, quelqu'un est ici qui te demande. Quand je suis entré dans le hall, je l'ai presque pas reconnue, Victoria. Elle avait l'air heureuse. Pas la femme nerveuse qui avait autrefois planifié un mariage avec mon frère. Elle tenait la main d'une petite fille d'environ 4 ans. L'enfant a souri timidement. Victoria m'a serré dans ses bras. Je voulais faire ça depuis longtemps. Tu n'en avais pas besoin. Je sais. Elle a regardé la petite fille. Voici Sophie. Sa fille a fait un signe de la main. Victoria a souri. Je me suis mariée l'année dernière. Je suis heureuse. Vraiment heureuse. Je suis contente. Elle a pris une lente inspiration. Il y a quelque chose que je voulais te dire. J'ai attendu. Si tu n'avais pas appelé Émilie, j'aurais épousé Derek. J'aurais construit une famille sur un mensonge. Elle a serré la petite main de sa fille. Ma fille aurait grandi en croyant que la tromperie était normale. Sa voix a tremblé. Tu ne m'as pas seulement sauvé, tu l'as sauvée elle. J'ai regardé Sophie. Elle a souri, puis a fouillé dans son petit sac à dos. J'ai fait ça. Elle m'a tendu un dessin au crayon, 3 personnages en bâton, une petite fille. Une femme avec une canne, un soleil jaune vif. En haut, elle avait soigneusement écrit « Maefo Erimi ». J'ai plié le dessin avec soin. Il est toujours accroché dans mon bureau aujourd'hui. Quelques semaines plus tard. L'hôpital de rééducation m'a invité à prendre la parole lors de l'orientation pour les nouveaux patients orthopédiques. Environ 40 personnes étaient assises tranquillement sur des chaises pliantes. Certains portaient des plâtres, d'autres utilisaient des déambulateurs. D'autres étaient en fauteuil roulant, se demandant si la vie redeviendrait jamais normale. Le coordinateur m'a présenté. Voici Lorraine Whitmore. Elle sait à quoi ressemble la reconstruction. J'ai marché lentement jusqu'à l'avant, posé ma canne à côté du pupitre. Puis regardé autour de la salle. J'aimerais pouvoir promettre à chacun d'entre vous que la guérison est rapide. Ce n'est pas le cas. J'aimerais pouvoir promettre que la douleur disparaît. Parfois, elle ne disparaît pas. Je boite encore. Mon genou me fait encore mal. Mais un jour, vous arrêterez de mesurer votre vie par ce que vous avez perdu. Et vous commencerez à la mesurer par tout ce que vous avez refusé d'abandonner. Quand j'ai terminé, personne n'a applaudi immédiatement. Certaines personnes pleuraient, d'autres hochaient simplement la tête parce qu'elles comprenaient. L'espoir ne sonne pas toujours fort. Parfois, il sonne crédible. Ce soir-là, j'ai quitté l'hôpital juste avant le coucher du soleil. Le parc de l'autre côté de la rue était rempli de familles. Des enfants se poursuivaient sur l'herbe. Des couples marchaient main dans la main. J'ai traversé le chemin lentement. Chaque pas portait encore un léger boitement.
Je n'essayais plus de le cacher. À mi-chemin du parc, mon téléphone a sonné. L'écran affichait l'hôpital de rééducation. J'ai répondu. Nous avons un autre groupe qui commence le mois prochain. Nous nous demandions si tu pourrais revenir. J'ai souri. J'en serais honoré. En terminant l'appel, j'ai baissé les yeux sur la cicatrice qui traversait mon genou. Pendant des années, j'ai pensé qu'elle représentait ce que mon frère m'avait pris. J'ai finalement réalisé qu'elle représentait ce qu'il n'avait pas réussi à prendre. Il pensait que briser mon genou m'empêcherait de me tenir debout.